TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. À la une de l'actualité, AFIS 2022, le deuxième sommet annuel en présentiel se tient à Lomé, au Togo, les 28 et 29 novembre. Conférences, ateliers et tables rondes permettront aux leaders de l'industrie africaine de contribuer à la relance économique du continent. Le discours d'ouverture du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé pour la circonstance est à suivre dès le début de ce journal. Voilà pour le seul titre de cette édition qui sera en grande partie consacrée à l'actualité du jour, le sommet AFIS 2022. Bienvenue. AFIS tient à Lomé, au Togo, son deuxième sommet annuel, le premier en présentiel. Pendant 2 jours, des conférences, ateliers et tables rondes permettront aux leaders de l'industrie africaine de contribuer à la relance économique du continent à travers le développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Les travaux sont ouverts ce jour par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé qui a prononcé un important discours de circonstance. Nous vous proposons de l'écouter. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le directeur général de Jeune Afrique Media Group, Monsieur le vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de banques centrales, Mesdames et Messieurs les régulateurs du secteur assurance, Mesdames, Messieurs les responsables des marchés financiers, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de sociétés publiques et privées, chers participants, honorables invités, Madame, Messieurs des médias, Mesdames, Messieurs, chers amis. Vous le savez tous, le Togo a une longue tradition d'accueil et d'encouragement des institutions financières et notre capitale est reconnue comme un acteur important en matière d'industrie financière dans la sous-région et sur le continent. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, je le sais, sont des habitués de la capitale togolaise. Et je me réjouis de reconnaître dans cette salle ce matin nombre de ceux avec qui j'ai eu ces dernières années plusieurs entretiens. À quelques pas des sièges d'Ecobank, de la BIDC, de la BOAD, d'Orabank, de la SICARE, les occasions de séjourner dans notre capitale ne manquent pas. Mais si le cadre vous est familier, la conjoncture mondiale l'est assurément moins. Comme beaucoup ici, je partage le sentiment que nos échanges au cours de ce forum sur le secteur financier africain interviennent à un moment important. Vous l'avez dit, la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont profondément bouleversé la structure de l'économie mondiale et de nombreux craquements fissurent aujourd'hui la charpente de nos économies. En avril 2020, le Brent était à $20 pour culminer aux environs de $120 en juin dernier et se stabiliser autour des 85-90 $ aujourd'hui. Que dire des taux d'intérêt? Fin 2021, le marché estimait que la probabilité que les taux de la Fed dépassent 2,5% en décembre 2022 était nulle. Une majorité d'investisseurs s'attendaient à des taux en dessous de 0,75%. Aujourd'hui, la quasi-totalité des investisseurs anticipe des taux autour de 4,5%. Il serait, à mon sens, dangereux de sous-estimer les conséquences de ces bouleversements, en particulier pour les plus fragiles de nos concitoyens,
mais également pour l'ensemble des acteurs économiques et financiers impliqués dans le développement de notre continent. Jour après jour, nous nous efforçons de répondre aux multiples facettes de cette crise globale qui implique aussi bien des aspects sécuritaires, climatiques et inflationnistes que des déséquilibres et des dysfonctionnements dans les chaînes logistiques. Les réponses sont souvent difficiles à formuler et plus encore à mettre en œuvre parce que de nombreuses problématiques s'imbriquent et que la question du financement des programmes d'action demeure un enjeu déterminant. Les opportunités d'en débattre ne manquent pas et je suis certain que vos travaux de ces prochains jours apporteront des éclairages essentiels à la prise de décision des pouvoirs publics et des institutions financières internationales qui sont pour nous des partenaires importants. Mais je voudrais prendre le temps aujourd'hui de regarder vers l'avenir, car ce moment de recomposition laisse entrevoir un paysage financier transformé. Ce sommet est donc une belle occasion pour penser l'avenir de la finance africaine. Ce futur, mesdames et messieurs, nous le construirons ensemble. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une conviction forte. L'avenir de la finance africaine se construira sur la collaboration étroite entre les gouvernements et le secteur financier. Je reviendrai sur le rôle de l'État dans la recomposition du secteur financier africain. Mais je veux tout de même commencer en rappelant une évidence. Sans secteur privé, notre système financier perdrait sa raison d'être. Car le rôle du banquier, votre métier, n'est pas simplement le financement, mais le financement de bons projets. Et vous le savez bien, la leçon principale du monde des affaires est que les opportunités pour perdre de l'argent ne manquent pas. La carrière de banquier est tout entière dédiée à donc séparer le bon grain de l'ivraie. Sans votre discernement, le système financier serait condamné au gâchis et à l'arbitraire. Après 2 ans de crise continue, le gaspillage est un luxe que peu peuvent se permettre, en tout cas pas à notre continent. Plus que jamais, les investissements de qualité sont le socle du développement africain, car sans eux, comment accroître notre capacité de transformation industrielle? Comment construire les ports, routes, des centrales énergétiques si nécessaire à l'ambition de la ZLECAf? Mesdames et messieurs, votre savoir-faire est ainsi votre responsabilité. De vos efforts et de votre sagacité dépend une bonne part de la prospérité. Le Togo revendique cet attachement au rôle du secteur privé dans le système bancaire. L'État doit vous épauler dans cette tâche. Notre succès commun dépend de cette collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur financier. De notre côté, je vois 4 grandes missions. Tout d'abord, l'État doit promouvoir un environnement des affaires attractif. Combien d'investisseurs, s'étant rarement rendus sur notre continent, se représentent un environnement des affaires anarchique et impraticable? La réalité est tout autre. Et elle s'améliore tous les jours, qu'il s'agisse de fiscalité, de stabilité juridique ou de contraintes administratives. Les progrès sont considérables, même si, je le reconnais, beaucoup reste à faire. Mais ce qui a été fait, nous devons le faire savoir. La SFI le sait bien, sans atténuation de ces inquiétudes irrationnelles, de nombreux investissements parfaitement valables et viables risquent d'être ignorés par des investisseurs souvent trop frileux. Pour ce faire, l'État doit aussi favoriser l'information. Et c'est sa deuxième grande mission. Pas seulement l'information sur l'environnement des affaires, mais l'information sur les affaires elles-mêmes. C'est dans la construction d'une banque de projets que l'État est votre meilleur allié.
Nombreux sont les investisseurs étrangers trouvant que l'offre de projets viables de qualité dans les pays en développement, le pipeline, reste trop souvent limité. Conscient de cette demande toujours croissante, nous travaillons sans relâche pour permettre une juste perception des occasions d'investissement. C'est ainsi que le Togo a développé dans sa feuille de route 2025 une offre de projets de qualité, dans votre jargon bancable, issue d'un travail de longue haleine et d'une connaissance minutieuse du terrain. Nous avons pensé ces projets comme le chaînon manquant dans le financement de l'économie par le secteur privé. Pour autant, nous ne nous priverons pas des opportunités qu'offrent les partenariats publics-privés qui demeurent un outil pertinent au bénéfice du financement dans les pays en voie de développement. La troisième mission, c'est que l'État doit jouer son rôle d'arbitre. C'est particulièrement vrai dans le développement des investissements durables. Les investisseurs des pays développés cherchent de plus en plus des opportunités d'investissement responsables. Leurs actionnaires le demandent, leurs clients le souhaitent. J'en veux pour preuve les montants considérables gérés par des fonds reposant sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Ils ont atteint aujourd'hui la somme considérable de 36 000 milliards de dollars. Pourtant, seule une faible partie de ces investissements revient aux pays en voie de développement. C'est au-delà de la question de l'information, ce que j'évoquais à l'instant. Il y a la question des externalités. Pour juger du caractère durable et responsable d'un investissement, il faut pouvoir tenir compte des éléments qui touchent à la pollution, à la perte de la diversité, etc. Et là, évidemment, la puissance publique retrouve son rôle d'arbitre entre les résultats positifs de l'investissement en termes de profit et de création d'emplois et de l'autre, les contraintes environnementales. Enfin, je crois que l'État peut aussi organiser l'innovation. S'il profite à tous les acteurs financiers, le secteur public reste avant tout l'allié des éléments les plus innovants de la communauté financière. Et les exemples abondent. Au Brésil, où le programme de paiement PIX, amorcé en 2018 et lancé en 2020 par la Banque centrale, a réussi en un an à convaincre 67% des adultes et 60% des entreprises déjà bancarisées. Cette coopération entre la Banque centrale, l'État et le secteur privé a permis en un temps record de réduire les coûts de transaction et d'accélérer la bancarisation de l'économie brésilienne. De même en Inde, où le programme UPI de la Banque centrale a révolutionné le système de paiement en coopération étroite avec le secteur privé. Géré par la Banque centrale et le secteur privé, ce système a enregistré plus de 8,5 milliards de transactions pour le seul mois d'août 2022. Ici même, dans notre pays au Togo, le programme Novici et le programme EID montrent le lien étroit entre action publique et innovation. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de conclure deux mots. Comme toutes les crises avant elles, celle qui nous frappe aujourd'hui trouvera les voies de sa résolution. Un nouvel équilibre macroéconomique s'imposera et l'optimisme, j'en suis sûr, reviendra. Cet avenir, il faut que nous le construisions ensemble. Ensemble, nous identifierons les grands projets qui structureront le continent. Ensemble, nous attirerons les investisseurs étrangers en quête d'investissement durable et ensemble, nous saurons révolutionner le secteur de la finance africaine. C'est sur cette note de confiance que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne conférence. Merci beaucoup. C'était là le discours du président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, à l'ouverture du sommet sur l'industrie financière africaine AFIS 2022 qui se tient à Lomé, au Togo.
Plus de 500 décideurs du secteur privé et public sont réunis à Lomé pour encourager l'innovation et impacter l'économie du continent africain. Des thématiques seront discutées pour influer sur les économies du continent de manière positive, durable et égalitaire pour chacun des pays. Ekwesala. C'est la toute première rencontre physique du sommet AFIS dédié à l'industrie financière africaine. L'événement inauguré par le président de la République, Faure Essoze-Mnanya Singbe, illustre la pertinence du sujet. 4 enjeux majeurs motivent les débats, notamment la résilience de l'économie africaine et la réussite de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Nous allons parler pendant ces 2 jours de toutes les nouvelles pistes que nous pouvons explorer pour augmenter nos ressources. Les moyens d'améliorer l'inclusion financière et donc la collecte, les moyens d'améliorer nos marchés de capitaux, les moyens d'appréhender les nouvelles opportunités comme le Green Finance qui est en train de devenir le premier pool de liquidité mondial. Nous sommes en train de construire un marché commun et il est indispensable que nous permettions aux investisseurs institutionnels africains de pouvoir se déployer avec moins de barrières, moins de contraintes, que ce soit au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, bien sûr. En tout cas, là où les espoirs de rentabilité seront les meilleurs et où nous aurons les meilleures opportunités pour augmenter l'attractivité auprès des investisseurs. Vous allez discuter pendant 2 jours, débattre, trouver des solutions ensemble pour relever ces défis. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les conclusions de vos débats ne restent pas lettres mortes, mais qu'elles initient des transformations durables et concrètes, afin que notre industrie financière africaine soit encore plus résiliente, mais aussi plus compétitive à l'échelle internationale. Un parterre d'acteurs financiers et économiques d'Afrique et d'ailleurs prennent part aux échanges. Parmi eux, banquiers, assureurs, opérateurs télécoms, mais aussi fintech et régulateurs. Tous sont invités à jouer leur partition pour la transformation du continent. Il est absolument important de créer les conditions d'une reprise inclusive et durable. Il est très important d'élargir et d'adapter notre approche du financement des MPME. Les petites entreprises, comme nous le savons tous, sont essentielles à l'économie mondiale. Ce sont elles qui créent des emplois, elles permettent de sortir les familles de la pauvreté et elles renforcent les communautés. Il est aussi essentiel d'investir dans les banques, les institutions de microfinance et les institutions financières non bancaires pour mobiliser des capitaux durables en vue de financer la transition énergétique. Aux 4 coins du continent, le secteur financier commence déjà à participer activement au financement de projets verts. Alors, au lieu de rester en retrait, nous devons renforcer l'accès au financement du commerce pour aider à maintenir les entreprises africaines à flot et préserver les emplois. Le sommet AFIS 2022 va être assorti d'une feuille de route. Elle devra aider à relancer l'économie du continent face aux grands défis de l'heure, l'insécurité alimentaire, le terrorisme, la cybersécurité notamment. C'est pour accélérer l'intégration. Après s'être contracté de 2,1% en 2020, première année de récession depuis 20 ans, l'économie africaine a su faire preuve de résilience en 2021. Elle doit désormais confirmer son potentiel pour se remettre sur le chemin de l'émergence de façon durable et inclusive. Carmen Madji Akapo. Du haut de ce panel, des banquiers, assureurs, journalistes et partenaires techniques et financiers. Les discussions tournent autour de la mise en place d'une industrie financière africaine capable d'assurer à l'Afrique son propre développement. Pour y parvenir, certains pensent qu'il faut structurellement transformer la finance à l'heure où la pandémie liée au coronavirus et la guerre en Ukraine ont mis à mal les réserves de change et favorisé l'inflation. Pour nous, c'est vraiment une opportunité que nous devons saisir. Le Covid a fait que les gens ont changé de leur façon de travailler. On a développé beaucoup plus de numérique, on a développé du digital. Et ces outils de digital-là, pour nous, en tout cas les assureurs, ça nous permet d'avoir accès à des populations qui jusqu'à présent ne pouvaient pas accéder. Ça nous permet de diffuser nos produits d'assurance. Donc pour moi, c'est un passage obligé. L'autre élément important que l'on voit aussi, auquel on assiste, c'est que avec ça, c'est plus avec la crise ukrainienne, c'est la nécessité d'avoir de la production locale.
et donc industrialiser l'Afrique. Véritablement, les business models sont en train de se transformer grâce à ces crises-là. Donc c'est vrai que sur le coup, il y a des effets négatifs, mais moi je le vois plutôt en termes d'opportunités pour transformer nos modèles économiques. Et si ces crises ont chamboulé la façon dont les dirigeants de banques, assurances ou autres institutions financières entrevoient l'avenir pour leur secteur, elles ont aussi mis l'accent sur la recherche de rentabilité avec l'évolution du numérique et le digital. L'Afrique pourrait même devenir le leader mondial du mobile money et être à l'avant-garde de l'évolution des services financiers. Quand on essaie d'aborder la question de la convergence mobile, nous avons appris beaucoup de choses. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est l'aspect risque. Est-ce que nous avons également la technologie adaptée? Et la chose la plus importante, c'est l'éducation des clients. Donc on a besoin de comprendre jusqu'où cette innovation va nous amener. Et on doit s'assurer de pouvoir avoir les bonnes mesures d'atténuation, voir les systèmes importants qu'il faut pour être en mesure de protéger le consommateur de ses produits et de ses services. Cependant, j'ai pleine conviction qu'on y arrivera. Il est important de donner à l'industrie financière africaine une voix forte sur la scène internationale. Et selon le Gotha de l'industrie financière africaine, la croissance rapide des fintech, la digitalisation et la multiplication de nouveaux modèles d'affaires et de coopération entre les acteurs financiers sont les seuls moyens pour permettre à l'Afrique de mieux faire face aux grandes crises que traverse le monde. Et dans la foulée, Carmen Madje Akapo a tendu son micro à certains participants. Nous les écoutons. Nous sommes vraiment ravis et très très contents d'être là parce que toute la place financière africaine est présente à ce sommet. Et pour nous, en tant que fonds de garantie qui accélère l'accès au financement des PME, avoir cet accès-là à toutes les institutions financières panafricaines et mieux comprendre les freins qu'ils ont dans leur financement qu'ils octroient aux PME nous permet aussi d'améliorer notre intervention. Les PME, le bas de la pyramide, a une fragilité qui est renforcée. Et du coup, nous, en tant que fonds de garantie qui soutient les PME, nous devons avoir une réflexion différente pour nous assurer que dans notre intervention, nous prenons en compte tous ces risques majeurs-là que nous avons dans l'économie globale, que ce soit les risques politiques ou liés à la guerre, que ce soit les risques sanitaires ou d'autres types de risques qui peuvent se matérialiser à tout moment. Nous assurons que notre garantie bénéficie réellement à cette couche fragile de la population. C'est un lieu de brassage qui permet aux opérateurs de divers horizons, de divers pays, pouvoir se réunir au Togo pour échanger et réfléchir sur comment transformer le secteur financier pour rendre ce secteur-là accessible aux populations, aux clients, aux prospects, afin que nous puissions trouver des solutions idoines. L'Afrique est devenue maintenant le carrefour du grand business mondial. On ne peut pas faire du business sans parler des finances. Et donc, il était question de reformer la finance africaine. Et la refondation passe par des produits fluides, des produits digitaux qui vont permettre aux petits Africains qui se trouvent au fin fond d'un village d'avoir accès à des financements. Et c'est pour ça qu'un événement comme celui-ci est un événement merveilleux parce qu'il permet de présenter des opportunités à tout Africain qui veut bénéficier d'un apport financier pour développer ses activités. Le chef de l'État a partagé un message d'espoir, un message essentiel pour tous les acteurs du système financier, afin que nous puissions créer en réalité donc un secteur financier qui puisse accompagner les économies en Afrique. Alors nous sommes très satisfaits de cela parce que les panels qui se sont déjà déroulés ont déjà montré le cap de l'autonomisation d'Afrique et de la disponibilité des institutions africaines, des institutions financières africaines à accompagner nos économies de façon endogène.
En marge de ce sommet sur l'industrie financière africaine, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a eu des échanges avec le vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta. Les discussions ont porté sur le rôle du secteur privé pour relever les défis urgents de développement. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la visite que nous faisons ici pour la FIS. J'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président et le gouvernement pour l'excellent accueil que nous avons reçu et également pour accueillir cet important sommet des institutions financières africaines. C'est le premier sommet en personne qui a lieu et donc c'est vraiment un sommet qui réunit un grand nombre de dirigeants d'institutions financières, de gouverneurs de banque centrale, de ministres. Donc c'est vraiment un sommet très important. Je pense que le choix de Lomé pour ce sommet montre bien l'importance de la place financière que Lomé peut jouer et veut jouer et va jouer. Et nous avons pu discuter de cela avec Monsieur le Président de la République, justement, de l'importance de l'inclusion financière et de comment la Société financière internationale que je représente, l'institution du groupe de la Banque mondiale qui soutient le secteur privé, comment nous pouvons aider le développement de l'économie togolaise. Et nos grands axes de priorité, c'est ça nous avons discuté pendant l'audience, sont justement l'inclusion financière, mais également le soutien de l'agriculture et de l'agro-industrie, ainsi que les secteurs de la logistique et des transports qui sont des secteurs importants pour l'économie togolaise. Mais le Togo est un pays très important pour la SFI, c'est un des pays où nous avons ouvert un bureau ici depuis quelques années. Nous avons Christopher qui est maintenant notre représentant ici à Lomé, et avec sa présence nous avons pu justement développer un portefeuille important d'opérations qui s'inscrivent dans tous les efforts que le gouvernement fait pour développer le secteur privé, que ce soit à travers des partenariats publics-privés ou d'autres opérations que nous soutenons. Présent également à Lomé dans le cadre du sommet sur l'industrie financière en Afrique, le nouveau gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassibou, a été reçu par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Les sujets abordés ont trait aux enjeux de la rencontre de Lomé et les nouveaux défis économiques et financiers des États membres. Voilà ce que nous pouvons retenir du premier jour du sommet AFIS 2022 qui se tient à Lomé au Togo du 28 au 29 novembre 2022. Cette information pour poursuivre, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que les 6e et 7e séances plénières de la deuxième session ordinaire de l'année auront lieu respectivement les mardis 29 et mercredi 30 novembre 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente Yawa Djigodi Tchegan. Passons à autre chose, l'adoption d'une nouvelle charte pour les très petites et moyennes entreprises. Ce nouveau document est en cohérence avec la réforme 4 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise à renforcer les mécanismes d'appui aux TPME en raison de leur vulnérabilité, notamment la concurrence mondiale. La vulgarisation de cette charte a débuté à travers le pays. Nestor Mouzou pour la région de la Kara. Selon les résultats du recensement général des entreprises réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, les très petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% du tissu économique togolais. Les TPME contribuent à plus de 40% à la formation du produit intérieur brut et créent plus de 60% des emplois engendrés au Togo. Raison pour laquelle le gouvernement accorde une attention particulière à ces catégories d'entreprises. Pour mieux les accompagner, il a procédé à la rélecture de la charte de 2010. C'est la nouvelle charte qui fait l'objet de cette rencontre de vulgarisation à Kara. Plusieurs innovations sont introduites dans le nouveau document. La charte de 2010, c'était une charte des PME. La charte de 2021, c'est la charte des TPME. C'est-à-dire que la bonne femme qui vend de la bouillie au bord de la route est prise en compte par cette charte. Il y a 4 segmentations, les nano-entreprises, les très petites entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises. La charte a une définition unique. Vous êtes nano-entreprise si vous avez un salarié au moins
avec 5 millions de francs de chiffre d'affaires hors taxes annuel. Et ainsi de suite jusqu'à 1 milliard. Dans l'élaboration de la nouvelle charte, le groupement togolais des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries a été associé. Pour ce groupement, cette charte, en même temps qu'elle accorde des avantages, comporte aussi des obligations. La plupart des difficultés des entreprises, c'est des problèmes d'accès au financement. Donc c'est l'un des avantages, la facilitation de l'accès au financement. Il y a les questions de garantie qui sont adossées au financement parce que les très petites entreprises, quand elles sollicitent un financement, on leur demande une garantie. Généralement, elles n'ont pas les moyens de proposer la garantie. Donc, il y a des mesures pour mettre en place des garanties qui vont les aider à aller vers ces financements-là. Alors, il y a des avantages qui sont d'ordre fiscal, les incitations fiscales. Quand on vous accorde un avantage, il y a des contreparties. Quand on vous octroie un crédit, vous avez obligation de le rembourser à bonne date. Dans la classification, on a parlé d'emploi. Donc, vous avez obligation de générer de l'emploi. Dans la mise en œuvre de cette charte, une agence nationale a été créée. Elle permettra de centraliser et de piloter toutes les innovations de soutien aux très petites et moyennes entreprises. À noter que la liste des métiers prioritaires présents et à venir est en cours de validation. Les acteurs concernés s'y attellent. Objectif, doter le Togo d'un référentiel pays de métiers susceptibles de favoriser l'insertion rapide des diplômés dans la vie active d'ici à 2025. L'initiative est pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Tchazinambaga. Sur 1600 professions identifiées au Togo, le gouvernement veut définir une liste de métiers prioritaires à court terme et de métiers prioritaires à plus ou moins long terme, 10 métiers d'avenir. L'idée est de mettre en place des filières prioritaires par secteur d'activité professionnelle pouvant favoriser l'insertion rapide des étudiants diplômés dans la vie active. On parle d'atteindre d'ici à l'horizon 2025 un taux d'insertion de 80% des apprenants sortis des écoles et centres de formation professionnelle. On a constaté au Togo comme partout ailleurs une inadéquation entre l'offre de formation et les besoins exprimés sur le marché du travail. Le Togo, dans sa feuille de route 2025, a opté pour désormais former là où il y a un besoin, former là où il y a de fortes chances d'emploi, former là où le Togo a des insuffisances et former pour se positionner sur les ambitions et les challenges du futur. Dans ce processus, une première liste de 70 métiers prioritaires retenus suite à l'application des critères pays sur la base de 10 grandes tendances de l'évolution des métiers dans le monde est élaborée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans une démarche inclusive et participative, ce répertoire est soumis ici à l'ensemble des ministères sectoriels, aux acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle pour amendement et validation consensuelle. La finalité, c'est d'avoir un registre des métiers prioritaires et une fois donc ces métiers identifiés, le contenu de l'enseignement de ces métiers va être fait. Et quand ce contenu est écrit, il sera donc divulgué pour que tous les instituts de formation qui veulent faire de ces formations puissent avoir un document de base à partir duquel ils peuvent former de façon harmonisée sur le territoire togolais. Parce que c'est dans ces domaines où il y a plus de chances d'emploi, plus de chances de nous positionner pour régler les problèmes de chômage des jeunes. Les travaux de 3 jours vont se dérouler suivant une méthodologie de classification assortie de scoring ou variables de pondération et des critères de faisabilité ainsi que d'impact. Ce système élaboré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'inspire du modèle français et du modèle sud-africain. À terme, le Togo sera le premier pays en Afrique, à part l'Afrique du Sud, à disposer d'un registre de métiers prioritaires pour régler un tant soit peu la sempiternelle problématique de l'éducation, emploi-formation. Les rencontres pays RH-MAG Togo sur les ressources humaines se tiendront du 1er au 2 décembre à Lomé, rencontre pour développer les capacités managériales et le réseautage du capital humain. Nous allons en parler tout de suite avec Ange Trabi, l'un des organisateurs de l'événement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et vous parlez des rencontres RH-MAG, alors faites-vous concrètement référence à quoi?
Merci, chère madame, et merci encore de nous recevoir sur ce plateau de TVT. Je pense que nous faisons référence à ce discours, j'allais dire, inaugural et magistral de son Excellence, le président Faure Gnassingbé, lors de l'ouverture de ce sommet, qui réunit ici même sur la place de Lomé l'éminence en matière de finances sur notre continent. Mais quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, et son Excellence l'a très bien dit, il faut mobiliser les fonds. Lomé reste aujourd'hui une place financière importante dans la sous-région ouest-africaine, mais quand on a fini de mobiliser les fonds et qu'on a lancé les projets, derrière, il faut les exécuter. Et nous sommes tous convaincus qu'aujourd'hui, l'une des forces de notre Afrique, je pense, mobiliser les fonds, on arrive quand même à mobiliser. Mais derrière, est-ce que nous avons les hommes, est-ce que nous avons le capital humain pour accompagner ces ambitions, pour accompagner tous ces projets? C'est ça la problématique. Voici pourquoi nous sommes très heureux que les rencontres pays RH-MAG se tiennent juste après l'AFIS, parce que quand on a fini de mobiliser les fonds, quand on a eu l'argent, quand on a un projet innovant, comme l'a dit son Excellence, est-ce que derrière nous avons les hommes qu'il faut? Par exemple, quand je dois me lancer dans le levage, est-ce que derrière j'ai le personnel de qualité? Quand je dois me lancer dans la restauration, est-ce que derrière j'ai le personnel de qualité? Est-ce que j'ai le chef cuisinier de qualité? Et ainsi de suite. Voici l'importance du capital humain au sein de nos organisations. Voici pourquoi nous souhaitons et nous espérons vivement que l'Afrique s'engage résolument dans la construction de ce capital humain. C'est bien de rechercher l'argent, c'est bien d'avoir de l'argent, mais il nous faut les hommes pour accompagner tous ces projets, toute cette ambition. Et c'est ce pourquoi nous sommes là. Et nous espérons qu'ensemble, les 1er et 2, nous allons faire aussi de la place de Lomé la capitale du capital humain en Afrique. Et pourquoi avoir choisi le Togo pour abriter ces rencontres? Mais comme je l'ai dit tantôt, vous voyez, le Togo reste aujourd'hui une place importante de la finance. Et moi, je suis chef d'entreprise, outre RH-MAG. Je sais que derrière les finances, nous avons besoin d'hommes. Le gros enjeu aujourd'hui de tout chef d'entreprise, de tout patron, et on pourra le voir lors du sommet, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir les hommes pour accompagner nos ambitions de développement. Donc si Lomé reste une place importante en matière de finances, il faut que nous venons sur la place de Lomé pour dire oui, c'est vrai, nous devons parler de finances, nous devons parler d'innovation, nous devons parler de technologie, mais pour parler de tout cela, il faut les hommes pour accompagner cela. Parce que même lorsqu'on veut mobiliser des fonds et que vous allez voir votre banquier vous demande souvent quelle est la qualité des personnes à qui je vais prêter. On demande même le CV des premiers responsables ou des dirigeants de l'organisation. Quand vous finissez d'avoir cet argent et que vous devez monter vos projets, derrière, il faut les hommes qu'il faut pour accompagner ces projets. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir des projets innovants, mais derrière, il faut qu'on puisse avoir les hommes qu'il faut. Sinon, nous allons mobiliser les fonds et malheureusement, la technologie, nous allons l'acheter, elle va venir de l'extérieur. Donc, les fonds même que nous avons mobilisés vont retourner de l'autre côté. Deuxième aspect, pour l'exécution du projet, il est difficile par moment d'avoir sur place des compétences pour exécuter le projet. Donc, nous allons encore rechercher des compétences derrière, donc ces fonds vont retourner de l'autre côté. Et puis, malheureusement, sur place en Afrique, on n'aura que la petite main pour prendre une partie des petits fonds. Vous voyez, voici l'enjeu. Et nous venons donc sur la place de Lomé pour que Lomé, comme je l'ai dit tantôt, soit aussi la capitale du capital humain et qu'ensemble, on puisse bâtir ce capital humain à même d'accompagner les enjeux et les ambitions de développement et d'émergence de notre Afrique. Et qui peut participer à ces rencontres RH-MAG? Non, comme on l'a dit, vous voyez, c'est vrai que lorsqu'on parle de ressources humaines, on voit tout de suite le gestionnaire des ressources humaines. Mais quand nous allons dans nos organisations, c'est vrai que les DRH sont les premiers gestionnaires des ressources humaines, mais le premier gestionnaire des ressources humaines d'une entreprise, c'est le DG. Quand nous allons dans une entreprise où souvent le DRH a dans son département 20, 30 collaborateurs, alors que le directeur d'exploitation a peut-être 100, 150, voire 400 collaborateurs, qui est gestionnaire des ressources humaines. En réalité, dans la dynamique de partage de la fonction RH aujourd'hui dans nos organisations, nous sommes tous gestionnaires des ressources humaines. Donc cette rencontre intéresse tout le monde, cette rencontre est dédiée à tout le monde, parce que même au-delà de nos entreprises, de nos organisations, chez nous à la maison, nous sommes gestionnaires des ressources humaines, nous sommes à la tête de PME. Et aucun chef d'entreprise aujourd'hui
ne peut se dire qu'il n'est pas, en quelque sorte, en guillemets, un patron de PME. Parce que chacun a quelque part, tout cas dirigeant aujourd'hui, a quelque part un petit business qu'il a eu à lancer, une PME qu'il a eu à supporter. Mais quand on regarde, est-ce que c'est la finance qui a fait que le business n'a pas marché? Si on analyse très bien, à un certain moment, on se rend compte qu'on a compté sur le petit du quartier ou la jeune dame du quartier, on a investi un certain montant peut-être pour construire un hôtel, et on prend un collaborateur à qui on ne veut pas payer, à qui on ne veut pas donner les ressources nécessaires pour lui permettre de développer le business. Donc l'homme reste avant, après et au centre de tout ce que nous devons faire, parce que lorsque je suis en train de parler sur TVT actuellement, c'est parce qu'il y a des hommes derrière pour construire, pour développer cette caméra que je parle. C'est parce qu'il y a des hommes derrière pour utiliser de façon optimale cette caméra que j'apparais peut-être correctement à cette télé. L'homme va rester au début et à la fin de tout. Il faut donc, pour l'émergence, pour le développement de notre Afrique, c'est parler de finances, parler d'innovation, mais nous devons aussi mettre le capital humain au centre de nos enjeux. La technologie, certes, on va l'acheter, la technologie, on va la faire venir, mais il faut des compétences, des polycompétences pour nous aider à développer, et à mieux utiliser cette technologie. Merci, M. Ange Tragui, d'être passé sur ce plateau. Merci, chère madame. Et nous donnons rendez-vous à toutes et à tous les 1er et 2 décembre, ici même à l'hôtel du 2 février à Lomé. Nous remercions déjà les autorités gouvernementales qui nous ont ouvert les portes. Nous remercions le secteur privé à travers le Conseil national du patronat, où nous saluons. Et nous remercions aussi l'Association togolaise des gestionnaires des ressources humaines, toutes ces structures qui sont engagées et qui nous accompagnent dans cette dynamique, pour que sur ces 2 jours, comme je l'ai dit tantôt et je le répète, nous fassions de la capitale Lomé, de cette terre africaine de Lomé, la capitale du capital humain. J'ai dit. Plein succès aux travaux. Merci à vous. Merci. Et merci de toujours nous recevoir. Je vous en prie. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Sergine Raimondo et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.